Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mercredi 29 décembre marquée par un bilan démesuré 3 jours après la catastrophe qui a touché l'Asie du Sud. On parle ce soir de 80 000 morts déjà recensés, mais la Croix-Rouge s'attend à plus de 100 000 victimes. Dans tous les pays sinistrés, les habitants organisent des funérailles à la hâte. Un nouveau document vidéo amateur montre bien la violence du premier raz-de-marée qui s'est abattu sur les côtes et explique ce bilan catastrophique. Venus du monde entier, des dizaines de spécialistes de l'identification tentent maintenant de mettre des noms sur les cadavres. Une opération difficile, les corps sont souvent en décomposition. Le moindre indice peut être déterminant. Progressivement, l'aide internationale s'organise. Les secours ont souvent du mal à accéder aux secteurs les plus isolés. L'urgence, c'est l'eau potable. Seule l'Inde refuse pour l'instant toute aide étrangère. Les touristes occidentaux ont aussi payé un lourd tribut avec un bilan provisoire de 1600 morts. En France, de nombreuses familles restent sans nouvelles de leurs proches. Pour l'instant, on dénombre 20 Français morts, mais les autorités rechercheraient des centaines de personnes. En marge de cette actualité, à noter en France l'ouverture d'une information judiciaire contre le député Julia et 2 de ses proches collaborateurs pour leur tentative avortée de libération des 2 ex-otages français en Irak. Enfin, les stations de ski font le plein. Cette semaine entre Noël et Nouvel An est très prisée par les amateurs de glisse. Aujourd'hui, la télévision indonésienne a diffusé une impressionnante vidéo amateur. Elle a été tournée au nord de Sumatra, en Indonésie, la région la plus proche de l'épicentre du séisme. Ce document témoigne de cette brusque et violente montée des eaux qui engloutit toute une ville. Des images commentées par Stéphane Bretner. C'était une fête de mariage dimanche dernier. Au pied de la maison, toute la famille Husseini attend le départ pour la cérémonie. Il est 8h30. Dans quelques secondes, la terre va trembler. Sayed Husseini se réfugie au premier étage et rallume sa caméra. La vague démolit tout sur son passage. Mais cela va trop vite, tout le monde se précipite alors vers le 2e étage. En 3 minutes, l'eau est montée à plus de 5 mètres. 20 minutes après le raz-de-marée, première accalmie. L'eau se retire petit à petit vers la plage. La maison se vide, elle aussi. Sur le balcon, on pleure, on prie. Les voisins d'en face se sont réfugiés sur les toits. Tout le village a été englouti. La famille se remet à peine du choc quand tout à coup, une 2e vague arrive. Et encore cette eau qui monte de plusieurs mètres. Banda Aceh, Indonésie, 26 décembre 2004, il était 9h18. Cette île de Sumatra en Indonésie paie un très lourd tribut dans cette catastrophe. Rien que dans la province d'Aceh, un responsable de l'ONU parle d'un bilan qui pourrait atteindre les 50 à 80 000 morts. Une île presque aussi grande que la France, déjà ravagée par 28 ans de guerre civile qui ont causé la mort de 12 000 personnes. Les secours ont beaucoup de difficultés à acheminer de l'aide au nord de Sumatra. Sur des centaines d'hectares, des villages et des villes ont été ravagés par les eaux. Philippe Visserias. Meulabo, ville martyre, n'est plus qu'un champ de ruines, comme soufflé par une bombe atomique. Cette cité côtière de Sumatra n'est qu'à 150 km de l'épicentre du séisme. Les vagues ont atteint ici 15 mètres de hauteur. Il n'y a plus de route. Pour ravitailler les survivants,
L'armée indonésienne largue des cartons d'aide alimentaire. Plus au nord, à Banda Aceh, même spectacle de désolation. L'Indonésie compte pour l'instant 45 000 morts, un bilan provisoire. D'après un responsable de l'ONU, il pourrait être jusqu'à 80 000. Dans une odeur indescriptible, des milliers de corps sont alignés en plein soleil. Dans cette morgue improvisée, les survivants essaient d'identifier leurs proches. On craint maintenant les épidémies. Il faut enterrer les corps à la hâte, dans des fosses communes. Pas le temps d'organiser des funérailles. Ici, on enterre 3000 personnes. Dans le district de Lapung, on doit en enterrer 6000, sans compter les autres villages. Sur l'ensemble de la région d'Aceh, il y a des dizaines de milliers de victimes. Dans ces villes dévastées, on manque de tout. Les biens de première nécessité sont hors de prix, l'essence est introuvable. Cette pénurie en carburant empêche d'ailleurs l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors nous venons de joindre au nord de Sumatra, dans la province d'Aceh, Jocelyn Grange, l'un des seuls journalistes dans cette zone dévastée. Il nous décrit ce qu'il a vu depuis quelques jours. Il y a beaucoup de routes qui sont endommagées, des ponts qui sont écroulés, des routes qui sont entravées par des troncs d'arbres, notamment dans les zones les plus reculées. Et puis il y a un vrai sujet d'inquiétude. La vague les surprend sur la terrasse de Un leur petit hôtel. problème avec cette correspondance avec Jocelyn Grange en Indonésie. Nous y reviendrons peut-être plus tard. Mais nous partons en Thaïlande où on dénombre ce soir plus de 1800 morts. La moitié au moins pourrait être des touristes étrangers. Les rescapés mettent toute leur énergie à retrouver des proches disparus. Reportage de nos envoyés spéciaux Christelle Bertrand, Mathieu Birden. Le reportage de nos envoyés spéciaux en Thaïlande. Pas assez grand pour accueillir les centaines de visages des disparus. 4 jours après le drame, leurs proches gardent espoir. J'ai mon frère qui a été blessé, qui a été héliporté de Koh Phi Phi. Mais je ne sais pas où il est, c'est une catastrophe, on n'arrive pas à le retrouver, j'ai tous ses papiers. Qu'est-ce qu'il est devenu, je ne sais pas. L'identification des corps sans nom, sans vie, est installée à la mairie. Les photos sont difficiles à regarder, mais ceux qui cherchent veulent partir de Thaïlande avec leurs proches. Ce Sud-Africain est allé d'hôpital en hôpital car il n'a pas vu ses amis sur les images de morgue. Toutes les nationalités se croisent, de jour comme de nuit. Ce Français détaille chaque identité. On est venu ici hier soir, ce soir, et je sais pas, on sait pas trop quoi faire. Soudain, il croit reconnaître un nom. L'urgence le pousse jusqu'au bureau de l'ambassade anglaise remplir un formulaire. On remplit le nom et toutes les informations sur la personne, on donne notre numéro, et puis s'ils ont des nouvelles, ils nous appellent. Les allées sont pleines d'ombres qui déambulent en attendant de nouvelles photos. Les autorités thaïlandaises ont transformé cette mairie en vaste centre d'information et ce soir, elles nous assurent qu'elles ne le fermeront pas tant que des familles seront à la recherche d'un proche. Toujours en Thaïlande, la priorité maintenant c'est de rassembler tous les corps et de les désinfecter pour éviter tout risque d'épidémie. Thierry Curtet. La vague les surprend sur la terrasse de leur hôtel au moment du petit déjeuner. Puis une autre arrive et les emporte. Leurs amis scandinaves les voient partir, impuissants. Le niveau de l'eau monte encore. Quelques minutes auparavant, la mer était totalement plate. Dans le petit bain pourtant délimité, les parents, les adultes se précipitent. Ils retirent leurs enfants des flots. Touristes et pêcheurs ont été éjectés de leur embarcation. C'est dans cette zone de Phuket que l'on reste sans nouvelles de centaines de touristes scandinaves. Les hôtels en dur ont résisté, les infrastructures de bois et de tôle ont été balayées. Partout, la même image. Les corps empaquetés, rassemblés sur les places, sont désinfectés. Avec la chaleur tropicale, la crainte d'épidémie devient une obsession. Le travail des secouristes se limite maintenant à rassembler les corps dans un même endroit pour des tentatives rapides d'identification. Il y a des corps, il y a des cadavres partout. Il y en a pas mal qui sont juste recouverts par des débris. Pour nous, ce n'est pas trop difficile de les dégager, d'autant qu'on utilise pour ce faire des tronçonneuses.
Les offices religieux s'enchaînent les uns aux autres. Les Thaïs ont à peine le temps de pleurer leurs morts. Ils sont si nombreux. La France et de nombreux pays occidentaux ont dépêché des spécialistes pour commencer le difficile travail d'identification. Mission délicate car 3 jours après la catastrophe, les corps sont déjà en décomposition. Le moindre indice est déterminant. Paul de Genève, Dominique Stimbakala. Comment identifier toutes les victimes? 8 gendarmes sont arrivés hier soir à Phuket pour commencer ce long travail d'identification. Le métier consiste, dans le cadre de catastrophes, de trouver tous les éléments pertinents qui permettront l'identification de personnes. Ils seront rejoints dès demain par ces hommes. Ce sont des policiers. Ils font également partie de l'unité nationale d'identification des victimes de catastrophes. Ils embarquent avec eux tout le nécessaire pour effectuer des prélèvements. Rarement, ils ont une tâche aussi difficile à accomplir. Principale difficulté sur place, la multitude des nationalités concernées. Ça va être un de nos problèmes majeurs, d'essayer, parmi malheureusement tous ces morts, de retrouver effectivement les corps des familles françaises. Ces enquêteurs seront en contact permanent avec 7 cellules situées au ministère de l'Intérieur à Paris. Eux ont pour mission de recenser les personnes recherchées et de recueillir auprès des familles tous les éléments nécessaires à une identification. À ces agents ensuite de faire concorder les informations recueillies avec les prélèvements effectués sur place. À Phuket, les équipes d'identification de victimes de catastrophes vont réaliser des prélèvements génétiques, la prise d'empreintes digitales et les radiographies dentaires. En Thaïlande, la moitié des victimes recensées seraient des touristes étrangers. On retrouve en direct de Phuket l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud. Bonsoir. Beaucoup de touristes ont déjà quitté l'île, mais certains ont décidé de rester pour rechercher un proche disparu. Oui, on comptait aujourd'hui 9 rotations d'avions sur Bangkok et sur Hong Kong pour évacuer les touristes, mais c'est vrai que la plupart de ceux qui restent sont ceux qui ne veulent pas rentrer sans leur proche qui est porté disparu. Alors c'est très important pour eux de continuer les recherches. Il faudra savoir aussi à quel moment on n'est plus porté disparu et on est simplement mort. Une décision sera certainement prise prochainement. Et puis il faut dire aussi que les analyses ADN seront longues à faire parce qu'il y a beaucoup de corps ici qui reposent, donc il faut que les médecins légistes viennent, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage, n'est-ce pas? Et puis aussi, il faut noter une solidarité assez importante entre les Thaïs et les étrangers. On a vu par exemple des Thaïs transporter des corps d'étrangers, on a vu des étrangers transporter des corps de victimes de Thaïs. Il faut dire que tout le monde ici se retrouve dans la même communauté de destin. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces précisions. Dans 1 heure, une équipe d'Europe Assistance va quitter Paris justement pour Bangkok. Les 11 médecins et infirmiers sont chargés de rapatrier un groupe de 60 touristes français et étrangers blessés en Thaïlande. Avec eux, ils emportent du matériel spécialisé et adapté pour ce type de transfert médical. À noter également que les 2 compagnies Europe Assistance et Mondial Assistance annoncent ce soir avoir recensé 478 disparus parmi leurs clients dans le monde. Et puis toutes les associations humanitaires bien sûr se mobilisent. Médecins sans frontières s'apprêtent à envoyer 80 tonnes de matériel d'urgence au Sri Lanka. 2 avions cargo partiront ce soir et vendredi de Bordeaux. Ce matériel permettra de secourir 30 000 personnes pendant 3 mois. Alors justement en duplex avec nous de Colombo, la capitale du Sri Lanka, Guillaume Kopp, bonsoir. Vous êtes chef de mission pour Action contre la faim. Vous et votre équipe, vous avez été parmi les premiers à accéder dans les zones dévastées, car vous êtes implanté dans le pays depuis bientôt 7 ans. Alors de quoi souffre le plus la population aujourd'hui? La population souffre d'abord d'avoir perdu les siens. Plus de 15 000 morts et disparus. Et donc c'est d'abord un état de stupeur, un état de désolation. Et sur la plus grande partie du pays, puisque toutes les côtes de Sri Lanka ont été touchées, eh bien les familles, au nombre de 300 000, sont aujourd'hui soit déplacées dans des camps, ou bien isolées dans des villages auxquels on n'a pas encore accès. Alors aujourd'hui, des membres d'Action contre la faim ont quitté Paris avec du matériel pour assainir l'eau. L'eau potable, c'est vraiment votre priorité aujourd'hui ? Oui, Action contre la faim a mobilisé, je pense, tous ses moyens pour qu'on puisse agir dans les conditions précaires auxquelles on fait face. Pour l'eau,
c'est vrai que c'est la priorité numéro 1 parce que les familles se retrouvent entassées dans des structures qui ne sont pas prévues pour ça et le nombre des cadavres à la fois d'hommes et d'animaux qui restent jonchés à la fois dans tous les lieux où la vague est passée conduit à la contamination de l'eau et peut conduire à des épidémies importantes. Donc l'intervention d'Action contre la faim est d'abord une intervention sur l'eau, la gestion des matières fécales évidemment, et tout ce qui peut contribuer à la contaminer. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Au Sri Lanka, où selon un bilan encore provisoire, on dénombre près de 22 000 morts ce soir. L'armée est mobilisée, mais les secours ont du mal à arriver dans les zones du sud très dévastées. Sur les côtes, la population enterre à la hâte ses morts. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux, Loïc Delamornay, Didier Dahan. Sur les routes défoncées du sud, la première chose que les habitants vous réclament, c'est à manger. Dans ce décor de paradis ravagé, il n'y a plus que des noix de coco et les gens commencent vraiment à avoir faim. Les quelques camions de dons qui viennent de l'intérieur du pays sont immédiatement pris d'assaut. Cet homme explique que le gouvernement n'est pas très présent ici, mais qu'heureusement la solidarité entre les villages marche bien et qu'ils se débrouillent entre eux. Ce matin, sur cette plage de carte postale, la mère a rendu le corps d'un bébé. Dans ce petit village de pêcheurs, les habitants n'ont trouvé qu'une caisse de pêche pour y déposer l'enfant, avant de construire à la hâte un petit cercueil. Sous les cocotiers, la plage est transformée en cimetière. Un camion-benne dépose un autre corps en état de décomposition. A priori, l'homme n'était pas d'ici, un voyageur de passage sans doute. Il sera enterré anonymement à la pelleteuse, au plus vite. Pour l'enfant du village, une cérémonie bouddhiste est tout de même organisée. Le père du bébé crie sa douleur, expliquant que son second enfant est toujours porté disparu et que les autres membres de sa famille sont à l'hôpital et ne peuvent même pas assister à l'enterrement. Un peu plus loin, comme sur 250 km de côte, la petite ville de Matara a également été balayée. 4 jours après la catastrophe, ses habitants reçoivent la première visite de la communauté internationale, l'envoyé spécial de l'ONU. Jusqu'à maintenant, c'était très dur de venir ici. Les routes étaient coupées. Le seul moyen, c'était l'hélicoptère. Mais le Sri Lanka n'a que 6 hélicoptères en tout. Tous les dimanches matins, sur cette place de Matara, se tient le plus grand marché de la région. Mais le jour de la catastrophe, c'était un dimanche et c'était le matin. Beaucoup de gens ici ont été happés par la vague et emportés vers la mer. On ne retrouvera sans doute jamais leur corps. Autant dire que le bilan final de cette catastrophe n'est pas près d'être connu. Et si l'acheminement des secours est particulièrement compliqué au Sri Lanka, c'est aussi parce que le pays est politiquement divisé après une guerre civile qui n'est pas vraiment éteinte. Jean-Marc Illouz. Plus de 25 000 morts sur une population de moins de 20 millions d'habitants, c'est beaucoup pour l'île de Sri Lanka, à 60 km à peine au sud-est de l'Inde. Mais malgré l'importance des destructions comme celle de ce port de commerce, l'ossature de l'économie n'a pas été atteinte, sauf le tourisme qui se remettait à peine de 20 ans de guerre civile. Le Sri Lanka est divisé entre la minorité tamoule, principalement hindouiste, en hachuré sur cette carte, et la majorité singalaise de croyances bouddhistes. Certes, il ne connaît plus depuis le cessez-le-feu d'avril 2002 l'engrenage des bombardements de l'armée gouvernementale et des attentats kamikazes comme celui-ci qui faillit emporter la présidente Madame Kumaratunga. Mais les pourparlers avec la guérilla des tigres tamouls conduite par l'insaisissable Velupillai Prabhakaran sont dans l'impasse depuis 2 ans. Et autant que l'état des routes, ces problèmes politiques risquent de compliquer l'acheminement équitable des secours que chaque parti réclame sans faire confiance à l'autre. En Inde, cette fois, le dernier bilan fait état de plus de 10 000 morts, mais l'on compte encore des milliers de disparus. La principale inconnue ce soir, c'est encore le sort de milliers d'habitants de Nicobar et d'Andaman. Amaury Guibert, Stéphanie Labrousse. Des bûchers à n'en plus finir. Autant de victimes emportées par la crémation, comme le veut la tradition hindoue. Dans l'état du Tamil Nadu, le plus touché en Inde, avec déjà plus de 6 000 morts, les morgues sont pleines. Alors, les cérémonies funèbres s'enchaînent. Ailleurs, pas de temps pour le deuil. On enterre à la va-vite, dans des fosses communes. La situation sanitaire devient critique, le risque d'épidémie est chaque jour plus grand.
alors que les moyens semblent dérisoires. Je ne peux pas vous dire qu'il y a assez de médicaments, dit ce médecin, dans un camp de réfugiés, mais on essaye de faire au mieux. Faire au mieux, comme dans cet autre camp où l'on s'arrache de la nourriture. Mais l'Inde a refusé l'aide extérieure, disant pouvoir faire face à cette catastrophe nationale. Difficile pourtant d'atteindre toutes les zones dévastées, en particulier les archipels des Andaman et Nicobar. De ces chapelets d'îles, les secours ramènent surtout des morts et quelques survivants. On n'a rien à manger, pas de vêtements, pas de toit, dit cette femme, même pas d'eau à boire. Andaman et Nicobar, aujourd'hui transformés en enfer, mais connus jusqu'ici pour ses paysages paradisiaques. Abdel Belkilani les connaît bien, il y est allé 3 fois et en garde un souvenir unique. Le pays le plus fascinant pour moi reste les Andaman et l'Inde. Fascinant par leur culture. On trouve déjà la chaleur des gens, le sourire, la gentillesse. Un paradis sur terre, aujourd'hui un paradis perdu. Avec nous en duplex de Madras en Inde, le père Serag, bonsoir. Cela fait 60 ans que vous occupez des plus démunis en Inde. Aujourd'hui, quelle est la situation dans le pays que vous connaissez bien? Eh bien, c'est une immense catastrophe. Nous avons vécu quelques journées très angoissantes qui continuent. Ce qui nous a frappé, c'est que cette catastrophe a surtout touché les pauvres de chez nous, les pauvres de la côte, les pêcheurs. Et ils ont fait face, ils font face encore. J'étais très ému il y a 3 jours lorsque j'ai vu près de Maïlapore des pauvres gens qui portaient dans une feuille de bananier une portion de riz pour les sinistrés. Ils n'avaient rien, mais dans une petite feuille de bananier, ils portaient leur obol aux pauvres qui attendaient. C'est assez impressionnant. Donc beaucoup de courage et beaucoup de partage, mais beaucoup d'angoisse. Tous les jours, nous apprenons qu'il y a davantage de morts. Vous qui connaissez bien cette population, de quoi ont-ils aujourd'hui le plus besoin? De quoi qu'ils ont besoin? Eh bien, de nourriture d'abord, et de logement, et aussi, je crois, de beaucoup d'amour pour les entourer, et pour leur donner l'espoir pour l'avenir qu'on va rebâtir pour eux. Ces jours-ci, dans nos angoisses, nous sommes déjà tournés vers l'avenir. Vous qui vous occupez des plus démunis depuis 60 ans, je le disais, c'est la première fois que vous vivez une telle situation de détresse dans ce pays? Je crois que c'est la plus grande épreuve, la plus grande secousse que j'ai reçue en Inde depuis que les 67 ans que j'ai passés ici. C'est la plus grande catastrophe que je connaisse, parce que cela touche tellement de gens pauvres chez nous, et nous ne savons pas si ça ne va pas encore recommencer. Voilà le père Serag que nous avons pu joindre en fin de journée. À ce stade du journal, nous pouvons faire un premier bilan toujours provisoire qui fait état de 80 000 morts dans les 8 pays touchés par la catastrophe. À elle seule, l'Indonésie compte 45 000 morts, mais l'ONU estime que le chiffre pourrait encore grossir. Au Sri Lanka, plus de 22 000 morts recensés. En Inde, plus de 10 000 morts. Enfin, en Thaïlande, on recense plus de 1800 personnes décédées. L'aide internationale, je vous le disais, s'organise progressivement. Il faut venir en aide aux personnes sans abri, estimées ce soir à plus d'1 million. Dans tous les pays sinistrés, les priorités sont toujours les mêmes, l'eau potable, la nourriture et les médicaments. Seule l'Inde refuse ce soir toute aide étrangère. Vanessa Rouet. Pendant que les Nations Unies se préparent à lancer le plus grand appel à la solidarité jamais connu, sur le terrain, on tente de s'organiser. Ici, en Thaïlande, l'armée orchestre le ravitaillement et part au plus pressé. Ces caisses contiennent de la nourriture, des tentes, des kits de survie, mais aussi des sacs en plastique pour envelopper les corps. Autre zone sinistrée, le Sri Lanka. Un hélicoptère de l'armée livre à Colombo, la capitale, denrées alimentaires, eau potable et médicaments. Le raz-de-marée laisse près d'1 million de personnes sans abri. L'urgence est sanitaire.
La priorité est déblayer tous les débris pour récupérer les corps. Ensuite, nous commencerons à organiser la vie de tous les jours, petit à petit. Après avoir dépêché 4 Hercule C-130 au Sri Lanka ce matin, les Australiens apportent vivres et assistance médicale à Banda Aceh, au nord de l'Indonésie. D'une zone dévastée à une autre, les forces étrangères tentent de faire face aux premières urgences. Aux Maldives, la population se satisfait de tonnes de riz envoyées par le Japon qui promet également l'envoi d'équipes médicales. Seule l'Inde a jusqu'à présent refusé toute aide extérieure aux grandes dames de la population. Les autorités estiment disposer jusqu'à présent de ressources suffisantes pour gérer la situation. Oui, et toutes les associations humanitaires font un appel aux dons pour faire face à cette catastrophe, on le disait, sans précédent. Vous pouvez les aider, voici les adresses qui s'affichent sur votre écran. Alors, tous les touristes quittent progressivement la Thaïlande, tous transitent par l'aéroport de Bangkok où les ambassades occidentales ont installé des cellules d'accueil. Ceux qui acceptent de rentrer sont souvent des familles qui n'ont pas été endeuillées par la catastrophe, mais qui bien sûr restent très choquées. Maryse Burgot, Guillaume Fautra. Ambassades de Pologne, de France, de Suède, du Danemark, de Malaisie, d'Italie. Les volontaires des représentations diplomatiques ne quittent plus l'aéroport de Bangkok. Les étrangers en provenance des zones sinistrées arrivent à gare, par avion ou par petits groupes. Et la plupart d'entre eux n'ont plus envie de parler de tout ça. Ça ira mieux à Paris. J'ai plus de passeport, j'ai plus de tickets de vol, j'ai plus de carte bleue, j'ai plus d'argent, voilà. Les représentants des ambassades tentent de recenser ces survivants, seule façon de commencer à établir un bilan des victimes. Puis, si nécessaire, ils feront établir des passeports temporaires et des billets d'avion. Mais beaucoup de touristes ont choisi de ne pas quitter les lieux du drame. On a des informations de Phuket qui arrivent et de Krabi, comme quoi il y a encore des personnes. Bien souvent, c'est des personnes qui ont perdu pas mal de personnes de leur famille et qui veulent rester sur place pour retrouver les corps. Voilà. Après leur passage à l'aéroport, les étrangers sont regroupés pour quelques heures sur ce campus universitaire. Ce Français lui-même rescapé a choisi d'y rester pour aider les autres. Quand on voit de la misère, comme on a vu localement, où les gens qui avaient perdu leurs enfants, leurs parents, d'une manière brutale, dans l'égarement total, on a de la chance de retrouver, on est très heureux quand on a la chance de trouver des siens autour de soi. À l'intérieur, des téléphones, des ordinateurs permettent aux rescapés de joindre leurs proches. Un réconfort apprécié à sa juste valeur, même si tous ces étrangers ont eu l'impression d'être abandonnés du monde pendant les 24 premières heures du drame. Maryse Burgot est notre envoyée spéciale à Bangkok. Il faut rappeler que cette catastrophe laisse de nombreux enfants orphelins. Oui, nous avons eu la confirmation ce soir que 2 adolescents qui ont perdu leurs 2 parents sont hospitalisés à Bangkok. Très choqués, mutiques, il semble prématuré d'envisager leur rapatriement vers la France. Autre drame, celui de ce couple français qui a perdu 3 enfants sur 4. 3 enfants sur 4. Je vais prendre le temps de vous donner leurs prénoms. Il y a Charles, 7 ans, Auguste, 3 ans et Octave, 1 an et demi. Nous avons passé ce matin un long moment avec ce couple français qui vit depuis des années en Thaïlande et avec eux nous avons pleuré. Leurs 3 petits garçons ont trouvé la mort emportés par la vague alors qu'ils jouaient dans le jardin d'enfants du fameux Sofitel. La mère était à l'étage avec sa fille qui reste aujourd'hui leur seul enfant rescapé et le père a échappé de justesse à la mort. C'est d'ailleurs lui qui a retrouvé l'un des corps des 3 enfants. Les 2 autres corps n'ont pas été retrouvés. Vous imaginez l'immense détresse de ce couple qui quitte ce soir la Thaïlande pour la France et en plus à bord de l'avion il n'y a qu'un cercueil. Difficile d'avoir un bilan exact du nombre de Français qui auraient péri dans cette catastrophe. Ce matin, Michel Barnier, qui était sur place en Thaïlande, parlait de 20 morts, 37 personnes officiellement disparues et d'une centaine de Français dont on est sans nouvelles. C'est bien là que réside le problème. Les autorités ont du mal à recenser les personnes qui auraient pu rentrer en France par leurs propres moyens. Christian Autain, Vincent Fourcade. Le soulagement et le bonheur. Ce sont les derniers arrivés ce soir du Sri Lanka. Au total, plus de 1500 Français ont déjà été rapatriés après des heures d'angoisse. Dès leur arrivée, ils sont recensés et pris en charge par les services de la Croix-Rouge. Environ 5000 vacanciers étaient présents sur les sites frappés par le séisme,
en majorité au Sri Lanka et en Thaïlande. Ce soir, selon un dernier bilan, 20 sont morts, 37 ont officiellement disparu et 165 blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent, car la confusion reste très grande sur le sort de nombreux touristes français qui étaient sur place. Il y a des centaines et des centaines de Français qui ont disparu, dont nous n'avons pas de nouvelles. Donc un certain nombre d'entre eux, malheureusement, ont été tués, et on va le savoir au fur et à mesure des jours qui viennent. D'autres, probablement, sont rentrés par leurs propres moyens, dimanche ou lundi, et donc nous demandons à ces Français de se faire connaître. Et ils peuvent dès à présent se faire connaître auprès de la cellule de crise mise en place au Quai d'Orsay. À Paris, cet après-midi, la secrétaire d'État aux victimes a rencontré les tours opérateurs qui travaillent sur l'Asie du Sud. L'objectif, recenser les 2500 personnes qui ont voyagé avec leur agence. Pour cela, pas de problème, ils seront identifiés rapidement. D'ici 48 heures, toutes les personnes dont nous avons eu le contact vont pouvoir être rapatriées sur notre sol. Restent les autres, les 2500 personnes qui ont pris un vol sec et voyagent par leurs propres moyens. Les retrouver risque de prendre beaucoup de temps. Oui, et pour accélérer le recensement des personnes qui seraient déjà rentrées en France, le gouvernement leur demande de se signaler auprès de la cellule de crise du Quai d'Orsay, qui possède également une adresse internet qui s'affiche, vous le voyez, sur votre écran. Ce soir en France, des familles vivent donc dans l'angoisse. Elles sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Elles attendent beaucoup du travail d'identification qui est mené, on l'a vu, sur le terrain actuellement par des spécialistes. Ceux qui ont échappé à la catastrophe ont bien conscience de leur chance. Anne-Sophie Chaumier-Lecomte. Eux connaissent leur chance. Ce jeune couple parti aux Maldives pour son voyage de noces réalise peu à peu l'enfer auquel il a échappé. Mais bon, on a quand même pu se rendre compte du mur qui déferlait sur nous, quoi. Et puis de la montée des eaux très rapide, surtout. C'est surtout ça qui était surprenant. L'île s'est retrouvée submergée à une vitesse folle, quoi. Je dirais 1 minute 30. La lune de miel a tourné au cauchemar, mais ce soir au moins ils sont réunis. Tous n'ont pas cette chance. Un peu partout en France, des familles vivent dans l'angoisse. Ici, dans l'Aveyron, 2 enfants sont portés disparus, mais dans le village, on veut encore croire à leur retour. Il y a une telle désorganisation face à la catastrophe sans précédent qui est arrivée, parce que c'est sans précédent ce qui est arrivé là, qu'on peut tout imaginer et qu'on peut garder un espoir. 2 horloges, l'une à l'heure de Bangkok, l'autre à l'heure française. Depuis 4 jours, Michel Marchal et sa femme attendent. Un seul des leurs est revenu de Thaïlande. On n'a pas tellement de nouvelles, on n'a que Lucas qui est arrivé chez ses grands-parents en Bretagne. Et pour les trois autres, mon fils, ma belle-fille et puis ma petite-fille, n'a pas de nouvelles du tout, disparu. Face à l'angoisse, la Croix-Rouge internationale a ouvert un site pour tenter de renouer le contact entre des parents. Le www.familylinks.icrc.org. Les rescapés peuvent s'inscrire en ligne et prévenir ainsi leurs familles qu'ils sont en vie. Les proches, eux, peuvent effectuer une recherche ciblée. Ce soir, le site est déjà surchargé. Le CICR demande donc que seules les familles proches des disparus se connectent pour faciliter les recherches. En France, une communauté est particulièrement affectée par cette tragédie. C'est bien sûr la communauté tamoule. Ils sont 50 à 60 000 dans notre pays et tous se sont lancés dans un vaste mouvement de mobilisation pour venir en aide à leurs proches restés au pays. Stéphanie Davoigno. Un drapeau noir pour partager la douleur de leurs compatriotes, de leurs familles. Dans le 18e arrondissement de Paris, beaucoup de boutiques sont tenues par les Tamouls, une des communautés du Sri Lanka. Les bénévoles font le tour des magasins pour récolter des fonds. Certains commerçants vont jusqu'à donner la recette de la journée. Tous ou presque ont parmi leurs proches des victimes du séisme. Depuis la France, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est distribuer des tracts appelant à la solidarité. Il y a plein de gens qui nous ont promis. Ils ont promis qu'ils vont mettre, comme envoyer des chèques, qu'ils vont envoyer des virements sur le compte. Ils ont promis ça. Au siège de la télévision tamoule, à la Courneuve, la chaîne câblée retransmet en continu les images de la catastrophe. Un standard de fortune a été installé dans les studios. Plusieurs centaines d'appels par jour de familles affolées qui n'arrivent pas à joindre le Sri Lanka. Stéphanie fait de son mieux pour les rassurer, mais elle-même n'arrive pas à contacter sa famille. On n'a aucune nouvelle d'eux.
Et franchement, bon, on est tous anxieux pour ça. Et donc, j'attends aussi, je suis là aussi pour avoir des nouvelles. Les Tamouls aident en priorité leur propre communauté. Le gouvernement sri-lankais a appelé au rassemblement, mais en France, l'organisation de l'aide se fait séparément. Dans ce centre bouddhique, les Singhalais, majoritaires au Sri Lanka, rassemblent comme ils peuvent vêtements, médicaments et nourriture. Ils disent fédérer au-delà des communautés. Laotiens, Sri-Lankais, Cambodgiens, tous nous emmènent des choses, même les Français. Le conteneur devrait partir demain, destination Colombo. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre solidarité. Nos voisins belges aussi sont affectés par la tragédie. On recense 4 morts et une trentaine de disparus. Une cellule de crise a été mise en place à Bruxelles. Nicolas Luizet et Patrick Wurstom ont recueilli les témoignages d'un rescapé qui a eu les plus grandes difficultés à rentrer chez lui. Officiellement, 30 personnes sont portées disparues, mais l'une des principales difficultés pour la cellule de crise de Bruxelles, c'est localiser la centaine de touristes belges partis seuls, sans passer par une agence. Les difficultés, naturellement, ce sont des difficultés de communication. Nous recevons des informations de leurs familles qui les signalent comme manquantes et eux-mêmes ne peuvent peut-être pas contacter leur famille ni contacter notre réseau diplomatique qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs jours. C'est le cas de Pascal, qui s'est retrouvé livré à lui-même sur l'île de Phuket pendant plus de 2 jours, complètement perdu. Il ne savait pas à qui s'adresser. Il n'y avait aucune organisation, l'armée n'était pas là, la police n'était pas là. C'était la panique totale, c'était la désorganisation, personne ne savait quoi, c'était chacun pour soi. Et on verra, c'était vraiment ça. On avait fait un feu avec 3-4 garçons et la femme m'a dit, ça je me rappellerai toujours ces mots, il y a plus d'organisations autour de ce feu-ci que dans le pays entier. Depuis la Belgique, sa mère se sentait impuissante. Pascal avait pu joindre sa famille, mais elle n'a rien pu faire parce qu'il ne dépendait pas d'une agence de voyage. On m'a même demandé si on a une place dans 5-6 jours, s'il a la chance d'avoir une place, il faudra qu'il paye son billet d'avion. Je trouve ça inadmissible. Ça, je le digérerai jamais. Par ses propres moyens, Pascal parvient à prendre contact avec l'ambassade de Belgique. Et c'est alors seulement qu'il va quitter la zone, rapatrié à bord d'un appareil militaire. Ce soir, les pays scandinaves paient le plus lourd tribut, notamment la Suède, qui est sans nouvelles d'au moins 1000 touristes. Le roi de Suède est sorti de sa réserve pour exprimer à la télévision sa compassion à l'égard des familles. La compagnie aérienne nationale a affrété 15 vols spéciaux pour rapatrier le plus rapidement possible les rescapés. Et puis le président des États-Unis, George Bush, a annoncé aujourd'hui la création d'une coalition internationale de secours aux victimes en Asie. L'aide de 35 millions de dollars, 26 millions d'euros n'est qu'un début à la contribution des États-Unis. George Bush appelle les autres pays à le rejoindre dans cette démarche d'aide humanitaire. Dans ce chaos, quelques enfants rescapés apportent une note d'espoir. Ceux qui s'en sortent ne réalisent pas toujours très bien le drame qu'ils viennent de vivre. Aurélia Guillemin. Miraculé, le mot n'est pas trop fort pour décrire ce petit Thaïlandais. 2 jours durant, Vataniaou, 4 ans, est resté accroché au sommet d'un arbre sans eau ni nourriture. Au moment du tsunami, son père, aujourd'hui à ses côtés, était lui sur un bateau au milieu de l'océan. Pas une minute, l'un et l'autre n'avaient espéré se revoir. J'étais terrifié. Je ne croyais même pas que j'allais survivre. Heureusement, les sauveteurs ont trouvé mon fils dans la mangrove. Dans cet autre hôpital de Phuket, c'est ce petit Allemand qui fait l'admiration de tous. Arrivé ici blessé, choqué et sans sa famille, Tom ne réalise pas encore à quel drame il a survécu. Il était à 100 mètres de la plage quand l'eau est arrivée et l'a emporté. Il a dit qu'il avait nagé. Je suis allée dans l'eau et j'ai nagé. C'est un bon nageur et c'est une chance pour lui. Grâce aux recherches acharnées de ce couple germanophone, la grand-mère de l'enfant a pu être jointe en Allemagne. Tom sait aujourd'hui que sa maman est en vie, elle aussi. Elle a le sourire. Dans quelques heures, Lisa, une Autrichienne de 8 ans, sera dans les bras de ses parents. La jeune Allemande qui lui a sauvé la vie a tenu parole. Mon père et moi, nous avons été emportés par la vague. Cette femme a proposé de nous aider. Mon père lui avait demandé de me ramener à la maison. Sain et sauf lui aussi, Hannes, le petit Suédois dont nous vous parlions hier, a retrouvé son papa.
Il ne comprend pas bien ses pleurs. Ce sont pourtant des larmes de joie. Voilà une note d'espoir dans ce drame qui a coûté la vie, selon un dernier bilan, à plus de 80 000 personnes. L'actualité en France, c'est l'ouverture d'une information judiciaire aujourd'hui contre Didier Julia et ses 2 collaborateurs Philippe Brett et Philippe Evenot pour leur tentative avortée de libération des 2 ex-otages français en Irak. Les 2 proches du député ont été présentés au juge d'instruction antiterroriste. Alexandre Cara, Javitt-Ambert. C'est un homme seul qui rentre à Paris. Lâché par la plupart de ses collègues députés, accusé par le ministre des Affaires étrangères et peut-être bientôt convoqué par la justice. Vous êtes prêt à aller chez le juge en tout cas? On ira chez le juge, bien entendu. Sans crainte. Écoutez, ne me parlez pas de crainte, c'est ridicule. Hein. Sûr de son fait, Didier Julia n'en démord pas. Il est la victime d'une manœuvre politique dont le responsable est tout désigné. Barnier s'est senti morveux dans cette affaire, n'est-ce pas? Il a raté 3 occasions de faire sortir les otages et cette détention a duré 4 mois alors qu'elle aurait pu s'arrêter au bout de 6 jours. Voilà. Et donc on apportera les preuves que 6 jours après on aurait pu les libérer. Des ex-otages qui, à peine descendus de l'avion, dénoncent l'équipée de Didier Julia et ses hommes. Résultat, après la polémique, voici la justice qui s'en mêle. Garde à vue pour Philippe Brett et Philippe Evenot, les 2 collaborateurs du député aux antécédents un peu troubles. Hier, perquisition à leur domicile menée par les policiers antiterroristes. Depuis la fin d'après-midi, les 2 hommes sont entendus par le juge Jean-Louis Bruguière au palais de justice, sans que l'on sache s'il s'agit d'une simple audition ou d'un prélude à une mise en examen. Ce soir, beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire et une certitude, l'affaire Julia ne fait que commencer. À l'étranger, une voiture piégée a explosé en début de soirée à Riyad, dans la capitale saoudienne, près du ministère de l'Intérieur. Les forces de sécurité ont immédiatement bloqué les artères menant au quartier. On vient d'apprendre également qu'une seconde voiture piégée a également explosé, cette fois à l'entrée d'un camp des forces de sécurité spéciales. Il faut rappeler que les autorités saoudiennes sont engagées dans une traque aux extrémistes islamistes responsables d'attentats. En France, 3 jours après l'explosion de gaz dans un immeuble HLM de Mulhouse, une chapelle ardente a été dressée pour les 17 victimes de ce drame dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Un drame qui reste toujours sans explication. L'enquête pourrait prendre des semaines, voire des mois. Les stations de sport d'hiver font le plein. La semaine entre Noël et Nouvel An est très prisée par les skieurs. Après les chutes de neige cette semaine, même les petites stations comme dans le Massif central sont ouvertes. Reportage Céline Crespi. Loin de la haute montagne, Pigerolles dans la Creuse. C'est 900 mètres d'altitude et depuis hier un beau manteau neigeux. La petite station de ski de fond a ouvert ses portes ce matin et malgré les ratés, personne ne s'en plaint. C'est plutôt agréable, on a l'impression d'être en pleine montagne, ça va. On était plus habitués au ski alpin, donc on essaie de tenir debout, voilà, c'est tout. Ici, pas de gros business, que de la bonne volonté. La station est gérée par des agriculteurs du coin. On est une dizaine de bénévoles, la plupart des jeunes, de 20 à 35 ans. Et on fait tourner cette association quand la neige le permet, quoi. En basse montagne, la neige a surpris tout le monde. À Arconsa, dans le Puy-de-Dôme, il s'agit de répondre à l'affluence qui s'annonce. 8 € les adultes. Enfants 6. Enfants 6. Et les raquettes 6. Oui, les raquettes aussi 6. Par contre, il n'y a aucun frais de piste. Même la petite station de La Chapelle, près de Sedan, a accueilli ses premiers skieurs aujourd'hui. Première étape, l'échauffement. On va à son rythme, si on veut se fatiguer, on va plus vite, si on veut se reposer, on va tranquillement. C'est vraiment bien. Et qui dit premier flocon dit... Un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Forcément. Allez, vas-y Margot. Cinéma à la sortie aujourd'hui du film À boire, une comédie avec Emmanuel Béard et Édouard Baird. Édouard Baird qui s'est imposé en quelques films sur le grand écran tout en menant une carrière au théâtre. Pascal Deschamps, Vincent Kellner. Vous en faire un petit? Je veux bien. Je sais pas ce que j'ai à boire comme ça doit être l'anxiété. 3 personnages réunis par le hasard dans une station de ski. Une jeune hôtesse plaquée par son ami, un médecin porté sur la boisson et un jeune célibataire paumé. Malade, pas capable de gérer vos excès tout seul. Un film sans parti pris moral qui suit pas à pas 3 personnages au bout du rouleau que la bouteille va lier le temps d'un week-end. Et pour Édouard Baird, un vrai rôle de composition tout en douleur, loin des personnages de Bobo branchés qui lui collaient à la peau. Je me déshabille. Pourquoi? Vous n'allez pas m'ausculter? Non. Ah bon? Sortez, madame.
Sortez. J'avais des portraits de gens que j'avais croisés, j'avais travaillé pendant 6 mois dans une banque et j'avais vu des gens comme ça basculer de... on commence avec le dernier verre qu'on prend avant de rentrer chez soi, soi-disant pour se desserrer la cravate, et puis on termine avec le petit blanc le matin en se levant à la place du café. J'ai vu des gens basculer comme ça, et sans s'apercevoir, c'est-à-dire qu'on leur dirait qu'ils sont alcooliques, ils disent pas du tout, non, moi je bois un petit verre comme ça. Va trop vite. Rendu célèbre par la télévision, courtisé par le cinéma, c'est avec ses amis du spectacle Le Grand Mezzé qu'Edouard Baird dévoile ses goûts pour les planches, les troupes improvisées et les numéros faits par des inconnus entre café-théâtre et cabaret. Pourquoi les veuves de quoi? Moi, comme spectateur, ce que j'aime sont les choses dont on ne puisse pas dire ce que c'est. Si c'est du sketch, de la chanson, s'il le fait exprès ou pas, si c'est un génie, un fou, un poète. Donc voilà, moi je suis spectateur de ça. Ni gueule de bois, ni cheville qui enfle, le succès ne lui est pas monté à la tête. Génial en 3 mots. 12 ans après ses débuts, il reste un touche-à-tout aussi inclassable que les choses qui l'amusent. Et avec à boire, il pourrait bien récolter une nomination au César. Oui. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, nous consacrerons une édition spéciale au drame en Asie du Sud. Tout de suite, les prévisions météo avec Nathalie Ruet. Et puis, on se quitte sur ces images d'une drôle d'idée du ministère bolivien pour promouvoir la beauté de ces paysages. Il propose aux touristes de survoler en montgolfière le désert volcanique et l'Uyuni, l'un des lacs les plus salés au monde. Des paysages à couper le souffle. Excellente soirée sur France 2. À demain pour cette édition spéciale consacrée au drame en Asie du Sud.